Celui dont on va parler aujourd'hui est un homme bien mystérieux. Dans le Paris du XIVe siècle, un certain Nicolas Flamel, un simple libraire en apparence, se serait livré pendant des années à des expériences alchimiques des plus étranges. On dit de lui qu'il aurait découvert ce que tout alchimiste recherche. Il aurait percé le secret de la pierre philosophale et aurait découvert comment transformer du plomb en or. Et peut-être même comment devenir immortel. De Victor Hugo à Harry Potter, en passant par Alexandre Dumas et Fullmetal Alchemist, Nicolas Flamel fait désormais partie de notre inconscient collectif. Mais qui était-il vraiment? Entre légende et réalité, quelle est la part de vérité dans la vie de cet homme qui intrigue encore 600 ans après sa disparition? C'est à Pontoise, à côté de Paris, entre 1330 et 1340, que naît Nicolas Flamel. Et comme bien souvent avec les personnages que j'aborde ici, on connaît presque rien de sa jeunesse. Mais je vais quand même essayer de vous résumer ce que l'on sait sur la vie du jeune Nicolas Flamel. Il grandit dans une famille assez aisée et en grandissant, il devient apprenti chez un libraire à Paris, qui va lui apprendre à lire, à écrire et qui va le former. Le former à quoi? Eh bien, pas à l'alchimie. Pour l'heure, notre Nicolas Flamel est encore à des années-lumière de tout ça. Flamel devient un écrivain public, un métier aujourd'hui disparu, mais en gros ça se rapproche de ce que pouvait faire un moine copiste. Sa tâche consiste la plupart du temps à réécrire des livres, l'imprimerie n'existant pas encore, et à enluminer ces derniers. Tout ça va le conduire à ouvrir, toujours à Paris, sa propre librairie, et devient à son tour libraire juré. C'est-à-dire qu'il vend des copies de manuscrits sous la supervision de l'université de Paris à laquelle il prête serment. Sa librairie marche plutôt bien et son mariage avec une certaine dame Pernelle, une femme riche déjà veuve de deux maris, va lui permettre de vivre confortablement. Bref, il vit sa vie tranquille, il mène sa petite routine, il est éperdument amoureux de sa femme et les affaires marchent bien. Mais un événement va faire basculer la vie du couple Flamel. Un soir, Nicolas a une vision bien étrange. Un ange apparaît devant lui et tient entre ses mains un livre mystérieux, contenant une multitude de symboles indéchiffrables pour Flamel. L'ange lui dit alors « Regarde bien ce livre, malgré tous tes efforts, tu n'y comprendras rien, mais un jour, tu y verras ce que nul autre n'est capable de voir. » Après avoir prononcé cette phrase des plus énigmatiques, l'ange disparaît. Les jours qui vont suivre cette apparition, Nicolas est un peu chamboulé, il ne sait pas trop ce qu'il a vu, et en bon croyant il va aller se confesser pour tenter d'obtenir des réponses. Mais au fil du temps, il oublie et retourne à sa routine de libraire. Les jours, les semaines passent, jusqu'à la visite d'un client un peu spécial. Un homme entre dans sa boutique. Il se présente comme un homme dans le besoin qui a besoin d'argent rapidement, et qui pour cela vend un livre cher à ses yeux. L'homme lui tend un livre, et Flamel découvre que cet ouvrage est le même que celui que tenait l'ange dans sa vision. Il réussit à le négocier à un prix abordable, et s'enferme dans son arrière-boutique pour scruter ce livre si étrange, avec pour titre « Le livre d'Abraham le Juif ». Mais comme on pouvait s'y attendre, malgré sa maîtrise parfaite du français et du latin, il est incapable de déchiffrer ce manuscrit. Le livre est bourré de symboles, de nombres et de dessins sans signification apparente. Cependant, Flamel se met à penser que ce livre contiendrait ce que recherche tout alchimiste, la formule pour transformer le plomb en or. Alors après quelques temps d'hésitation, parce qu'on sait jamais, le livre il est peut-être maudit, faut pas oublier que Flamel est un homme du Moyen-Âge particulièrement pieux, il finit par tout raconter à sa femme, sa vision, l'homme qui est venu lui vendre le livre, etc. Mais Flamel a bien conscience que sans connaissance approfondie sur le sujet de l'alchimie, il va pas aller bien loin. Alors il décide de se tourner vers de vrais alchimistes, mais sans grand succès. Flamel se rend vite compte que ce sont tous des charlatans, et va alors décider de se former lui-même, totalement en autodidacte, à l'alchimie, pour pouvoir déchiffrer ce livre qui l'obsède tant. Mais là, vous devez sans doute vous poser une question. C'est quoi l'alchimie? C'est une question qui mériterait une vidéo entière pour y répondre. Mais en bref, l'alchimie est une pratique qui consiste à s'intéresser principalement à la transmutation des métaux. Le fait d'être capable de transformer ce que l'on appelle des métaux vils, comme le plomb, en métaux nobles, comme l'or. C'est une pratique qui apparaît autour du 1er siècle après Jésus-Christ et que l'on retrouve dans de nombreuses cultures et qui est assez populaire dans l'Europe médiévale.
Et même si l'alchimiste se consacrait principalement à la transmutation des métaux, il pouvait également faire office de médecin, dans une société où il n'existe pas de réelle séparation entre science et croyance. Et il ne faut d'ailleurs pas faire de lien entre l'alchimie et la sorcellerie. L'alchimie était, au même titre que l'astrologie, très populaire dans les différentes cours d'Europe, une pratique totalement acceptée et pas du tout considérée comme hérétique. Mais attention quand même, la frontière entre alchimiste et magicien est parfois floue, et si vous basculez du mauvais côté, c'est le bûcher qui vous attend. Mais revenons à notre Nicolas Flamel. Entre-temps, il s'est écoulé 21 ans. 21 ans à tenter de déchiffrer ce mystérieux manuscrit avec l'aide de sa femme. On est maintenant en 1378 et Nicolas Flamel a maintenant la quarantaine et a passé la moitié de sa vie à chercher des réponses. Alors pour trouver de nouvelles explications, il va cette fois-ci décider de partir en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Un périple de 2000 km qui va l'amener à rencontrer un certain Canchès, un autre alchimiste juif converti au christianisme. Flamel lui présente des copies du mystérieux manuscrit qu'il avait emmené avec lui en pèlerinage. Et là, Canchès reconnaît ces symboles, mais comme l'original est à Paris, il faut faire demi-tour. Canchès va sur le chemin du retour transmettre à Flamel tous ses secrets sur l'alchimie, l'occultisme et la kabbale, la fameuse tradition ésotérique du judaïsme. Mais Canchès est un vieil homme, et il n'est plus de taille pour un si long voyage. Il finit par tomber malade et meurt à Orléans avant d'arriver à Paris, après avoir confié à Flamel ses derniers secrets. Après 2 années passées en pèlerinage, Flamel est enfin de retour dans sa librairie parisienne. Il vient de perdre un ami, mais il a enfin tout ce qu'il lui faut pour déchiffrer le fameux livre d'Abraham. Avec sa femme, ils vont finalement réussir à enfin mettre au point la célèbre pierre philosophale. Et c'est le 17 janvier 1382, après des années de recherche, que le couple Flamel réussit à transformer du plomb en argent. Et quelques jours après, du plomb en or. Mais après cette découverte fantastique, il a quand même compris comment faire de l'or à partir du plomb, il va décider de cacher cette découverte au reste du monde. Et pour certains, c'est de cette découverte que viendrait la fortune des Flamel. Dans tous les cas, ils utiliseront cette fortune pour aider les plus démunis, ou bien en faisant des dons pour restaurer des églises. Quoi qu'il en soit, les Flamel continueront leur vie paisiblement, jusqu'à la mort de Dame Pernelle en 1397 et celle de Nicolas Flamel en 1417. À moins que, comme le voudrait la légende, la pierre philosophale ne les ait rendus immortels. Mais bon, toute cette histoire de transmutation des métaux, d'occultisme, de vie éternelle, etc., ça vous semble pas un peu bizarre ? Vous avez sûrement trouvé ça un peu étrange que sur une chaîne d'histoire, je me mette à vous parler soudainement d'alchimie et de vie éternelle comme des faits historiques. Et vous avez raison, c'était trop beau pour être vrai. Et oui, je suis désolé pour tous ceux qui ont été happés par cette histoire de Nicolas Flamel, mais il va falloir détruire un mythe. Oui, celui que l'on présente comme l'alchimiste le plus connu de tous les temps n'était en fait même pas alchimiste. Mais du coup, d'où vient cette légende? Et qui était le vrai Nicolas Flamel? On vient de le voir, Nicolas Flamel, le célèbre alchimiste, ne l'était pas. Mais alors, pourquoi est-ce que tout ce que je viens de vous dire est faux? Les sources. Nous sommes maintenant une centaine d'années après la mort de Nicolas Flamel. C'est à cette époque, au XVe siècle, que commence à se créer la légende Flamel. Et ça part de rien, au début ce sont juste des rumeurs qui circulent sur lui. Ce qui interroge, c'est sa fortune, qui ne pouvait pas venir uniquement de son activité de libraire. Flamel étant un homme relativement discret, érudit, on va se mettre à imaginer que sa fortune viendrait en fait d'expériences alchimiques qui auraient conduit à la découverte de la pierre philosophale. Mais ces rumeurs vont petit à petit se transformer, et on se met à publier des traités alchimiques qu'aurait rédigé Nicolas Flamel. Et tout ça, ça va conduire en 1612 à la publication du célèbre livre des figures hiéroglyphiques, une compilation de textes de Flamel dans lesquels il raconte toute son histoire. L'apparition de l'ange, l'homme qui lui vend le livre d'Abraham, les 20 ans de recherche qui vont suivre pour le déchiffrer, le pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, Canchès, jusqu'à la découverte de la pierre philosophale. Ce livre, ça va être un carton, il va être recopié un peu partout, et il va révéler au monde qui était réellement Nicolas Flamel. Sauf que là où ça coince, c'est que ce livre que l'on attribue à Nicolas Flamel, il est pas de lui. Rien ne permet de démontrer que ces écrits sont bien ceux de Flamel. On n'a d'ailleurs jamais retrouvé aucune trace du livre d'Abraham, ni même l'original du livre des figures hiéroglyphiques. On ne sait d'ailleurs pas non plus qui est derrière ce canular. Bref, on ne sait rien si ce n'est que tout a été inventé de A à Z. Et c'est dès le XVIIIe siècle que l'on va découvrir la supercherie, avec les travaux de l'abbé et historien Étienne-François Villain en 1761. Tout ce qui a fait de Nicolas Flamel une légende n'était en fait qu'une histoire inventée par un inconnu,
qui n'a fait que compiler les quelques rumeurs qu'il avait pu entendre sur Flamel, et qui en a fait un livre qui s'apparente à un bête canular. Mais en tout cas, bravo à l'auteur de cette fake news médiévale qui continue encore aujourd'hui, 400 ans après, à berner beaucoup de monde. Qui était donc le vrai Nicolas Flamel? Parce que, bon, maintenant vous vous en doutez, mais non, il n'a pas percé les secrets de la pierre philosophale. En réalité, il était probablement un homme tout à fait ordinaire, bien loin de toute l'aura mystérieuse qui l'entoure aujourd'hui. Il reste encore aujourd'hui beaucoup de zones d'ombre sur la vie de Nicolas Flamel, tant les sources fiables sur sa vie sont maigres. On sait que de son vivant, il ne s'est jamais revendiqué alchimiste. Il n'a d'ailleurs très probablement jamais pratiqué l'alchimie. Mais même ses contemporains, les gens qui vivaient autour de lui, personne ne l'a jamais soupçonné d'être un alchimiste. Tout cela n'est apparu que bien après sa mort. Sa vie était celle d'un bourgeois, un libraire, tout ce qu'il y a de plus normal dans le Paris du XIVe siècle, et on sait en réalité assez peu de choses sur lui. Cependant, il avait bel et bien acquis une petite fortune personnelle, mais si du coup ça ne vient pas de son talent pour fabriquer de l'or, du coup d'où vient tout cet argent? On sait que sa librairie tournait bien, qu'il se livrait à des spéculations immobilières, mais surtout l'origine la plus probable de sa fortune serait un procès. Un procès qui a bien eu lieu entre lui et les héritiers de sa femme. Dame Pernelle lègue à sa mort tous ses biens à son mari, mais pourtant sa sœur et sa nièce vont s'y opposer. Un procès va s'ouvrir, il fait d'ailleurs grand bruit à Paris, c'est un procès qui va durer assez longtemps, et les sommes en jeu sont plutôt conséquentes. Avec la fortune de sa femme de son vivant, puis avec son héritage après sa mort, Flamel s'est grandement consacré à des œuvres de charité. Il héberge les plus démunis, il donne des cours d'écriture et de lecture à des enfants de nobles, fait construire des maisons pour y loger des artistes, ou encore participe à la restauration de l'église Sainte-Geneviève-la-Petite sur l'île de la Cité. Et à sa mort le 21 mars 1417, il lègue sa fortune aux œuvres qui aident les plus démunis et à l'Hôtel-Dieu, avant d'être inhumé aux côtés de sa femme. Nicolas Flamel aura marqué Paris, mais pas grâce à l'alchimie. Aujourd'hui encore, l'histoire de Nicolas Flamel reste fortement rattachée à celle de la capitale. Une rue porte son nom et une autre celui de sa femme Dame Pernelle dans le 4e arrondissement. Et la maison de Nicolas Flamel, l'une des plus vieilles de Paris, est encore debout et a depuis été transformée en restaurant. Même si cela fait désormais un paquet d'années que l'on sait que l'histoire de Nicolas Flamel n'est qu'une vaste fumisterie, il reste encore aujourd'hui mondialement connu, merci J.K. Rowling, comme l'un des personnages historiques français les plus célèbres. Here it is. Nicholas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone. What? Et il ne s'attendait sûrement pas, lui, le banal libraire, à devenir le protagoniste d'une telle histoire. C'est comme si dans 500 ans, on se souvenait de moi comme le meilleur footballeur de tous les temps, alors que je suis incapable de taper dans un ballon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker et à commenter, ça aide beaucoup, à aussi partager. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou encore Instagram, vous pouvez soutenir la chaîne sur Utip ou en souscrivant à la chaîne, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.